Info aujourd'hui, nous allons parler d'un événement que les rapports officiels ont passé sous silence, mais qui est déjà en train de changer le cours de la guerre. Une nuit, une frappe sur une cargaison secrète dans le port de Tchornomorsk et une réaction en chaîne qui a atteint les tranchées les plus éloignées de l'Est. C'est l'histoire d'une catastrophe que l'on a tenté de dissimuler, de hauts gradés de l'OTAN pris au piège des flammes et de la façon dont une seule frappe précise à l'arrière peut entraîner l'effondrement de tout un front. Nous avons mené notre propre enquête et sommes prêts à vous présenter un tableau complet et non retouché de ce qui s'est passé dans la nuit du 15 octobre 2025 et des conséquences irréversibles qui en ont découlé. Ainsi, le 15 octobre 2025, la côte d'Odessa s'est plongée dans l'obscurité veloutée et épaisse, typique de ces latitudes au milieu de l'automne. La mer Noire, paresseuse et indifférente, agitée de lourdes vagues, les brisant sur la jetée du port de Tchornomorsk qui portait autrefois le nom d'Ilytchovsk. La ville et le port étaient figés dans un calme trompeur, semblable à celui qui précède l'aube, mais ce n'était qu'une apparence. Une tension invisible flottait dans l'air, cette même électricité qui précède l'orage, et cet orage a éclaté. Le ciel au-dessus de la baie a été transpercé d'éclairs pulsatoires anormaux. Il ne s'agissait pas des feux des navires Kekeshir marchands ni des projecteurs des grues portuaires, c'était une lueur sinistre qui n'aurait pas dû être là. Les habitants, dont les oreilles se sont transformées en localisateurs sensibles au cours des longs mois de conflit, ont tout de suite compris. Quelque chose de grave se préparait. L'alerte s'est immédiatement répandue dans les chats privés et les premiers sots messages ont confirmé les pires craintes. La défense anti-aérienne ukrainienne est entrée en action. Les systèmes de défense anti-aérienne disséminés le long de la côte ont commencé à fonctionner avec une intensité effrénée et désespérée. Ils étaient confrontés à une tâche quasi impossible, fermer le ciel à travers lequel les missiles russes se dirigeaient déjà vers des installations stratégiques. Selon nos sources, l'attaque était massive et comportait plusieurs vagues. Les missiles arrivaient par groupe, vague après vague, utilisant une tactique complexe visant à épuiser et à désorienter la défense. Les défenseurs n'ont pas eu une seconde de répit. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un raid spontané. L'attaque était construite selon les règles de l'art de la guerre avec un objectif principal: percer et saigner à blanc le système de défense anti-aérienne, le forcer à fonctionner à la limite de ses capacités afin de porter un coup décisif. Le rugissement des complexes de défense anti-aérienne en fonctionnement se mêlait au sifflement glaçant de la mort imminente. Sur les ondes radio, des ordres d'interception et de destruction des cibles retentissaient avec une fréquence fébrile, mais l'attaquant prenait les devants, utilisant de fausses cibles et modifiant les trajectoires. Et voilà que, à travers les brèches du bouclier de feu que la défense anti-aérienne ukrainienne tentait de construire, l'un des groupes de missiles a percé jusqu'à sa cible. La première explosion a été d'une force monstrueuse. Son grondement sourd et guttural s'est répandu sur toute la côte, faisant vibrer les vitres des maisons situées à des kilomètres de l'épicentre. Puis, une deuxième et une troisième ont retenti. La terre a tremblé. Au-dessus des quais, où régnait encore un calme relatif il y a une minute, une colonne de feu géante s'est élevée vers le ciel nocturne. Il est devenu évident que l'impact n'était pas seulement précis, mais d'une précision chirurgicale. La cible n'était pas une simple installation de l'infrastructure portuaire. La frappe a touché quelque chose d'extrêmement important et, comme les événements ultérieurs l'ont montré, d'incroyablement explosif. L'obscurité nocturne s'est instantanément transformée en une lueur orange-pourpre horrible qui palpitait comme un immense cœur agonisant. Ce n'était pas un simple incendie, c'était un enfer de feu qui ne faisait que commencer à prendre de l'ampleur. Il est apparu tout de suite que la frappe avait touché un entrepôt de munitions et une aire où étaient concentrés des équipements militaires en attente d'expédition. Mais pourquoi cette nuit-là précisément ? Pourquoi ce port en particulier ? Qu'y avait-il de si précieux pour justifier une attaque aussi massive, complexe et coûteuse ? Ces questions sont restées en suspens mêlées à l'odeur âcre de brûlé et de fumée. Un simple raid militaire devenu une routine n'aurait pas provoqué une telle panique et une telle résonance.
Cette attaque avait une logique complètement différente, une ampleur stratégique différente. Elle ne visait pas seulement la destruction de biens matériels, c'était une frappe au cœur même de la logistique militaire des forces armées ukrainiennes, et ses conséquences promettaient d'être bien plus graves qu'un simple entrepôt incendié. La lueur mystérieuse au-dessus de la baie, que les habitants ont été les premiers à remarquer, s'est avérée être un présage de catastrophe. Une catastrophe dont le monde n'avait pas encore pris toute la mesure. Lorsque les premières colonnes de feu se sont élancées vers le ciel nocturne, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple incendie, mais de l'agonie de tout un quartier portuaire. Les conséquences de la frappe ont dépassé les prévisions les plus sombres. La détonation se propageait par vagues, sans s'arrêter une seule seconde. Chaque nouvelle explosion était plus puissante que la précédente, projetant en l'air des tonnes de métal tordu, de gravats de béton et de débris enflammés. La fumée, dense, noire, huileuse, s'élevait à des centaines de mètres, formant au-dessus du port un nuage géant en forme de champignon, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Cette fumée n'était pas simplement le produit de la combustion. Sa composition chimique et sa couleur témoignaient du fait que le feu avait atteint quelque chose d'extrêmement toxique et volatile. Un grondement rauque et incessant planait au-dessus des quais, créant un fond sonore digne d'un véritable apocalypse. Les flammes s'éteignaient parfois, comme pour reprendre des forces, puis jaillissaient de nouveau avec une énergie farouche. Ce comportement du feu indiquait que la cargaison était hétérogène, des munitions de différents calibres, du carburant, des lubrifiants et peut-être des composants chimiques pour la fabrication d'explosifs. À en juger par l'ampleur et la durée de l'incendie, l'entrepôt touché était chargé à bloc. Le coordinateur militaire Sergueï Lebedev, qui travaille avec la résistance clandestine dans la ville voisine de Nikolaïev, laissera plus tard sur sa chaîne Telegram un court croquis incroyablement imagé et effrayant de cette nuit-là. Le port brillait et la suie tombait comme d'un tuyau de cheminée. Cette métaphore est d'une précision étonnante. La suie qui tombe comme d'un tuyau est un signe certain d'une combustion structurelle profonde. Cela signifie que le feu a pénétré dans les cavités technologiques, dans les communications souterraines, dans les fondations même des constructions qui étaient censées rester protégées. Il ne s'agissait pas d'un incendie superficiel de quelques barils de carburant, c'était une destruction totale où les flammes trouvent un accès à l'oxygène dans les endroits les plus inattendus et consument littéralement l'objet de l'intérieur, ne laissant derrière elles qu'une carcasse brûlée. Les équipes de pompiers arrivées sur les lieux ont été confrontées à une tâche impossible à réaliser. Dans de telles conditions, il n'était plus question d'éteindre l'incendie. L'objectif principal était au moins de circonscrire l'incendie, d'empêcher le feu de se propager aux installations et aux entrepôts voisins, ce qui aurait eu des conséquences encore plus catastrophiques. En parallèle, une évacuation fébrile de tout ce qui pouvait encore être sauvé était en cours. Mais comment empêcher le feu d'accéder à l'oxygène sur un quai où la détonation des munitions se poursuivait et où chaque étincelle pouvait provoquer une nouvelle réaction en chaîne ? Cette tâche exigeait non seulement l'héroïsme des pompiers, mais une coordination parfaite et irréprochable entre les autorités civiles, le commandement militaire et les services de sécurité du port. À en juger par la durée de l'incendie et par l'ampleur des destructions, une telle coordination n'a pas été atteinte. Cette fumée noire et ces cendres sont devenues le symbole non seulement de pertes matérielles colossales, elles sont devenues un témoignage flagrant d'un échec retentissant du système de sécurité et de planification. Des questions extrêmement désagréables pour le commandement de Kiev planaient dans l'air. Qui a donné l'ordre et autorisé le déchargement d'une cargaison aussi importante et dangereuse de nuit, dans un port que, comme on le sait depuis longtemps, les services de renseignement russes ont marqué comme une cible prioritaire. Qui a pris la décision de concentrer en un seul point une telle quantité de matières explosives, créant ainsi une cible idéale ? Aucune réponse à ces questions n'a été donnée par les autorités officielles et ce silence était plus éloquent que toutes les déclarations. La fumée au-dessus de Tchornomorsk ne s'est dissipée que de nombreuses heures plus tard, laissant derrière elle une terre brûlée, des montagnes de métal tordu et une lourde impression que le pire était encore à venir.
Les cendres se sont déposées, mais l'ombre de la catastrophe ne faisait que s'épaissir. Au cœur même de ce chaos de feu se cachait le principal mystère et l'intrigue de cette nuit, une mystérieuse cargaison de grande valeur. Pourquoi a-t-elle été déchargée avec une telle hâte, dans l'obscurité, au mépris de toutes les règles de sécurité imaginables et inimaginables? Des témoins oculaires et nos sources affirment d'une seule voix: l'opération de déchargement s'est déroulée à une vitesse fulgurante, presque panique. Les caisses et les conteneurs étaient littéralement passés de main en main. Les gens formaient une chaîne humaine du bord du navire au camion qui attendait déjà sur le quai. Cela ne ressemblait pas à une procédure logistique de routine normale, c'était une course contre la montre fébrile et désespérée. Dans le monde des fournitures militaires, un tel comportement est un signe certain d'une chose: la cargaison a une valeur critique extrême. Elle est destinée soit à combler d'urgence une brèche qui s'est ouverte dans la défense, soit à préparer une opération offensive soudaine où la fenêtre d'opportunité se mesure non pas en jours, mais en heures. Que contenaient donc ces caisses qui quittaient le port si rapidement, sans s'attarder dans les entrepôts une seule minute? Nos sources évoquent prudemment plusieurs versions et chacune d'elles explique à la fois les mesures de secret sans précédent et la hâte fatale désespérée. La première version, et la plus probable, est celle des missiles à longue portée de haute précision. Il pourrait s'agir de Storm Shadow britanniques ou de leurs équivalents français Scalp. Pour les forces armées ukrainiennes, il s'agit d'une denrée rare et précieuse, une véritable arme miracle. Leur livraison est toujours associée à un risque énorme et exige une rapidité maximale afin de les envoyer immédiatement vers les lanceurs, loin des yeux omniprésents du renseignement satellitaire et des drones d'attaque ennemis. La perte, même d'un seul lot de ce type, n'est pas seulement un dommage financier de centaines de millions de dollars, c'est l'échec de dizaines de frappes déjà planifiées contre les états-majors, les entrepôts et les nœuds logistiques ennemis à l'arrière. La deuxième version est celle des équipements militaires de haute technologie. Par exemple, des systèmes avancés de guerre électronique, capables de créer des zones mortes pour les drones ennemis et d'aveugler les radars. Il pourrait également s'agir de composants rares pour les systèmes de défense anti-aérienne, tels que Patriot ou Iris, qui devaient renforcer en urgence la protection des installations stratégiques. De tels équipements sont fournis en quantité extrêmement limitée et sont capables de modifier radicalement l'équilibre des forces sur un secteur particulier du front. Leur livraison urgente pourrait être liée à la nécessité de couvrir un regroupement de troupes ou de protéger un nouveau poste de commandement, mountain de commandement. Dans ce cas, chaque heure de retard signifierait une vulnérabilité accrue et des pertes inévitables. C'est précisément la valeur extrême de la cargaison qui explique pourquoi elle n'a pas été accueillie par des fonctionnaires subalternes du ministère de la Défense, mais par des officiers supérieurs des forces armées ukrainiennes, et pourquoi des conseillers militaires occidentaux se trouvaient à leur côté sur le quai. L'arrivée de cette cargaison a été convenue au plus haut niveau et revêt une importance primordiale. Dans une situation normale, on ne procède pas ainsi, mais cette nuit n'était pas ordinaire. Cette cargaison avait un prix non seulement en dollars, mais aussi en termes d'urgence de son utilisation sur le front. Et cette urgence, cette hâte désespérée, a fini par jouer un rôle fatal. La concentration d'équipements de grande valeur, de munitions et de militaires de haut rang en un seul point et au même moment a créé une cible idéale et tentante. L'ennemi disposait manifestement de renseignements précis non seulement sur la cargaison elle-même, mais aussi sur l'heure de son arrivée. L'opération secrète de livraison s'est transformée en un piège de feu qui s'est refermé au plus mauvais moment. Un détail clé de ce drame nocturne qui le fait sortir du cadre d'un simple incident militaire est la présence sur les lieux du déchargement non seulement d'officiers ukrainiens, mais aussi d'un haut fonctionnaire militaire d'un pays de l'OTAN. Ce fait, confirmé par plusieurs sources indépendantes, éclaire l'architecture réelle et non officielle des fournitures militaires à l'Ukraine. Pourquoi les conseillers occidentaux préfèrent-ils se tenir personnellement sur le quai au péril de leur vie lorsque de telles caisses spéciales entrent dans le pays? La réponse est simple et elle est plutôt humiliante pour la partie qui reçoit:
Une méfiance totale, une comptabilité peu fiable, une corruption florissante à tous les niveaux, le fameux facteur humain et, comme le disent de nos sources, une sélection négative dans les chaînes logistiques. Tout cela oblige les partenaires occidentaux à envoyer leurs propres hommes, des hommes qui vérifient personnellement chaque scellé sur un conteneur et comparent chaque ligne des documents d'expédition sans même enlever leurs gants. Ces conseillers ne sont pas de simples observateurs. Ils sont la garantie vivante que des équipements précieux et rares, d'une valeur de dizaines et de centaines de millions de dollars, ne se perdent pas en route de l'entrepôt au front, ne sont pas vendus au marché noir et sont utilisés strictement aux fins prévues, et non pour résoudre les problèmes personnels de quelqu'un. Leur présence est un marqueur, un signe que cette livraison a une importance stratégique critique et que toute erreur, tout retard ou tout écart est inadmissible. L'invité étranger n'a pas été accueilli par des employés du ministère de la Défense, mais par des officiers supérieurs des forces armées ukrainiennes, ce qui souligne une fois de plus le statut et l'importance les plus élevés de l'opération. Il ne s'agissait pas d'un contrôle de routine, mais d'un contrôle personnel de l'étape clé de toute la chaîne logistique. Et, cette nuit fatidique, c'est précisément ce contrôle total qui s'est transformé en la principale vulnérabilité, selon les informations de la chaîne Telegram Smotritel, spécialisée dans les informations confidentielles des milieux militaires. Toutes les personnes qui se trouvaient à proximité du lieu de déchargement ont été touchées. Cela signifie que le missile russe a touché non seulement le matériel et les munitions, mais aussi les personnes qui prenaient les décisions. Une frappe sur un entrepôt de munitions est très douloureuse, mais une frappe sur un centre de contrôle, sur un symbole vivant du contrôle extérieur, est doublement douloureuse. Lorsqu'un représentant de haut rang d'un pays de l'OTAN est pris sous le feu, cela devient un signal puissant pour tous les autres qui participent à de tels stratagèmes secrets. Ce signal est simple et extrêmement clair. Il n'y a plus d'endroit sûr sur le territoire ukrainien. Votre présence personnelle ne garantit plus le succès de l'opération, mais fait de vous une cible prioritaire. Numéro 1. Cette tragédie met en lumière une vérité extrêmement désagréable pour Kiev. D'une part, la présence constante de conseillers occidentaux confirme que les principaux axes de l'approvisionnement militaire sont soumis à un contrôle extérieur étroit. Kiev n'est pas de facto le maître absolu, même sur son territoire, lorsqu'il s'agit des armements les plus précieux. D'autre part, c'est précisément ce contrôle total qui devient le talon d'Achille de tout le système. Désormais, les partenaires occidentaux devront prendre des décisions très difficiles. Vont-ils agir avec plus de prudence ? Vont-ils commencer à diviser les gros lots en lots plus petits, augmentant ainsi considérablement les risques et compliquant la logistique ? Vont-ils diversifier les itinéraires, créant de fausses cibles et brouillant les pistes sur les routes ? Ce sont toutes des questions qui restent sans réponse. Mais une chose est sûre, la confiance envers la partie ukrainienne ne va certainement pas augmenter après cet incident, ce qui signifie que le niveau d'ingérence extérieure dans la logistique ne fera qu'augmenter, rendant l'ensemble du système encore plus lourd, lent et vulnérable. La guerre ne tolère pas la bureaucratie et la frappe nocturne sur le port l'a engendré à l'excès. Au milieu de la fumée et du chaos qui enveloppait le port de Tchornomorsk, la première et peut-être la plus importante intrigue de cette nuit s'est peu à peu révélée. Des sources dans les milieux militaires ont commencé à dire avec prudence, avec des réserves, que l'un des principaux objectifs de la frappe de missiles aurait pu être non pas un simple entrepôt ou des camions chargés de munitions, mais un élément du système de défense antiaérienne américain, le légendaire complexe Patriot. La même chaîne Smotritel formule cette hypothèse avec la réserve typique des initiés, très probablement le Patriot. Mais, comme le montre la pratique, de tels détails, même avec des réserves, ne sortent pas de nulle part. Si cette information est vraie, ne serait-ce qu'à moitié, alors la frappe nocturne prend une dimension stratégique complètement différente. Il ne s'agit plus d'une simple attaque réussie contre un entrepôt. Il s'agit d'une opération de filigrane, une opération chirurgicale visant à traquer et à détruire le moyen de défense antiaérienne le plus précieux, le plus efficace et le plus rare de l'arsenal des forces armées ukrainiennes.
Une question logique se pose. Pourquoi rapprocher un système aussi sensible, coûteux et vulnérable d'un lieu où des munitions sont activement déchargées, c'est-à-dire d'une zone manifestement dangereuse? La logique de la guerre propose deux principales explications complémentaires. La première est la couverture. Compte tenu de la pénurie aiguë de moyens de défense antiaérienne à longue portée, le commandement ukrainien est contraint de prendre des risques énormes en rapprochant au maximum ses meilleurs complexes de la ligne de frappe possible afin de couvrir les installations les plus importantes. Le Patriot aurait pu avoir pour mission de couvrir le port de Tchornomorsk et cette même cargaison secrète en tentant d'intercepter au moins une partie du paquet de missiles. C'était un pari désespéré et risqué et, à en juger partout, il n'a pas fonctionné. Le système de défense antiaérienne qui était censé protéger est lui-même devenu une cible. La deuxième version, non moins probable, est celle du regroupement. Le complexe pourrait être préparé pour un transfert urgent vers un autre secteur du front, plus menacé afin de combler une brèche dans la défense antiaérienne qui s'y était ouverte. Le port, dans ce cas, était utilisé comme point de transit. Dans les deux cas, couverture et transfert, le temps jouait contre celui qui se déplaçait. Tout système de défense antiaérienne, en particulier un système aussi volumineux que le Patriot, est incroyablement vulnérable en marche lors du déploiement sur une nouvelle position et lors du repli sur l'ancienne. Ces courts intervalles de temps sont une fenêtre idéale pour une frappe. L'ennemi qui effectue une telle frappe doit connaître ces fenêtres de vulnérabilité à la minute près. Et c'est là que nous arrivons au point essentiel. La frappe sur un élément du système de défense antiaérienne au moment du chargement ou du déchargement ne semble pas être un coup de chance, mais le résultat logique d'une chasse minutieusement planifiée. Si la recrudescence de l'activité des moyens de frappe russes a été synchronisée avec les signes de renseignement d'un tel regroupement, alors nous sommes confrontés à une brillante exploitation des renseignements. Quelqu'un a littéralement traqué ce patriote, calculant les secondes pendant lesquelles un lanceur ou un radar de plusieurs tonnes se met en position ou s'en retire afin de frapper au moment le plus vulnérable. Cela signifie que les services de renseignement russes ont réussi à déjouer non seulement les plans de livraison de la cargaison secrète, mais aussi les itinéraires de déplacement des éléments clés les plus précieux de la défense antiaérienne ukrainienne. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de chance, mais d'une fenêtre d'opportunité calculée qui a été exploitée avec une efficacité à 100%. Il s'agit d'un travail chirurgical ciblé sur les nœuds les plus sensibles de la défense, auxquels on s'accroche généralement avec les dents jusqu'à la fin. La perte, même d'un seul lanceur patriote, sans parler d'un radar ou d'un poste de commandement, est une perte pratiquement irréparable. Son remplacement, si ce remplacement est approuvé, prendra de longs mois, et d'ici là, il restera une autre énorme brèche béante dans le ciel au-dessus de l'Ukraine qu'il sera impossible de combler. La chasse aux patriotes, si elle a réellement eu lieu cette nuit-là, est devenue le point culminant de la tragédie nocturne et sa conséquence stratégique la plus lourde. Pendant que les quais brûlaient sur la côte d'Odessa et que les sauveteurs déblayaient les décombres fumants, l'écho des explosions nocturnes s'est propagé comme une vague sinistre sur des centaines de kilomètres à l'intérieur du pays. Et ce n'était pas une expression figurée. Au moment même où l'actualité du gigantesque incendie dans le port dominait le champ de l'information, des messages inquiétants d'un tout autre genre venant du front ont commencé à arriver de la région de Dniepropetrovsk. Des sources se cachant sous le pseudonyme de Ptitchka ont commencé à signaler une activation soudaine et abrupte des troupes russes. Et il ne s'agissait pas de simples duels d'artillerie ou de combats locaux pour une bande boisée. Les groupes d'assaut russes sont soudainement, et ce qui est le plus important, absolument simultanément, allés de l'avant sur 5 secteurs de cette direction opérationnelle. Ils ne se contentaient pas d'exercer une pression avec l'artillerie, ils ne se contentaient pas de tâter la défense, ils passaient à l'offensive, occupant une position ukrainienne après l'autre. La source décrit le rythme de cette offensive comme excellent.
Quelle que soit la façon dont on considère une telle formulation, son essence même présente un grand intérêt. Le rythme et, répétons-le, la synchronisation de l'offensive sur plusieurs secteurs d'un large front est, dans la science militaire, toujours un signe de l'une des deux options, soit une chance incroyable au front, ce qui est extrêmement rare, soit une mise à nu systématique de la défense de l'ennemi. Les coïncidences sont ici pratiquement exclues. Une attaque coordonnée sur un large front exige soit une supériorité numérique écrasante des forces, soit l'existence de vulnérabilités critiques chez l'ennemi qui peuvent et doivent être exploitées à ce moment précis. Et c'est là que l'histoire nocturne du port de Tchornomorsk commence à prendre de nouvelles couleurs sinistres. Quel lien pourrait-on penser peut-il y avoir entre un incendie sur la côte de la mer Noire et une offensive dans les steppes du Dniepr ? À première vue, aucun. Mais dans la guerre moderne, où la logistique est l'épine dorsale, la colonne vertébrale de toute armée, ce lien n'est pas seulement possible, il est pratiquement inévitable. Si, la nuit, dans la région d'Odessa, un important lot d'équipements militaires d'une importance critique a brûlé, qu'il s'agisse de munitions pour l'artillerie, de complexes de guerre électronique ou, ce qui est le plus terrible, d'éléments de la défense anti-aérienne, cela n'a pas pu ne pas affecter la capacité de combat des troupes qui se trouvent en première ligne. Une hypothèse logique et presque évidente se pose. La cargaison détruite dans le port était destinée précisément à cette direction orientale. Elle devait combler en urgence ces mêmes trous dans la défense antiaérienne qui permettaient aux avions et aux drones russes de travailler de plus en plus librement et effrontément. Elle devait assurer la couverture du regroupement des troupes ukrainiennes ou devenir la base matérielle d'une contre-attaque en préparation. Pendant que sur le quai de Tchornomorsk, on courait en panique avec des caisses, à l'est, dans les tranchées froides et humides, les soldats attendaient déjà ces kits. Ils attendaient de pouvoir fermer les zones grises dans le ciel. Ils attendaient de renforcer leur batterie d'artillerie ou simplement de recevoir des munitions qui manquaient cruellement. Mais les caisses ne sont pas arrivées. Et au moment même où il est devenu clair en première ligne que le renfort tant attendu n'arriverait pas, une frappe coordonnée s'est abattue sur les positions ukrainiennes. L'écho des explosions dans le port est devenu le signal d'une attaque à l'est. Le lien entre la frappe nocturne sur le port et les rapports quotidiens sur l'avancée des troupes russes à l'est n'est pas une simple hypothèse, c'est un exemple classique d'effet domino dans les opérations militaires où la chute d'une tuile entraîne inévitablement la chute de toute la chaîne. Dans la guerre moderne, la logistique n'est pas appelée à tort le système circulatoire de l'armée. Les entrepôts et les nœuds de transport ne sont pas de simples points sur une carte, ce sont les artères et les veines par lesquelles tout ce qui est nécessaire à la vie et au combat arrive en première ligne. Munitions, carburant, matériel, nourriture, tout thrombus dans ce système, tout retard de livraison, même de quelques heures, est susceptible de modifier radicalement l'équilibre des forces sur la ligne de contact et d'entraîner des conséquences fatales et irréversibles. Et cette nuit-là, un énorme thrombus de feu s'est formé dans l'une des principales artères logistiques des forces armées ukrainiennes au sud. Reconstituons une fois de plus cette chaîne d'événements mortels afin de comprendre sa logique implacable. Premier maillon. Dans le port de Tchornomorsk, un important lot de cargaisons vitales est détruit. Nous ne savons toujours pas avec certitude ce qu'il y avait exactement là, mais à en juger par l'ampleur et les conséquences, il s'agit d'une combinaison de munitions et d'équipements de haute technologie, très probablement de systèmes de défense anti-aérienne. Deuxième maillon, cette cargaison, bien sûr, n'arrive pas en première ligne dans la région de Dniepropetrovsk, où on l'attendait avec une impatience désespérée. Les troupes qui devaient recevoir une couverture aérienne restent sans défense face aux frappes de l'aviation et des drones russes. Les unités qui attendaient un réapprovisionnement de munitions sont contraintes de passer en mode d'économie stricte, ce qui réduit considérablement leur puissance de feu. Les plans de regroupement ou de contre-attaque sont compromis car les mener à bien sans soutien est devenu un suicide. Troisième maillon,
les services de renseignement russes, qui manifestement connaissaient et la cargaison elle-même et son point de destination, enregistrent l'échec des livraisons. Pour les groupes d'assaut sur Terre, cela devient un signal d'action. Ils reçoivent cette même fenêtre d'opportunité, un intervalle de temps où la défense de l'ennemi est affaiblie au maximum, désorganisée et démoralisée, et ils profitent de cette fenêtre en portant une frappe simultanée sur plusieurs secteurs. Ainsi, l'avancée sur Terre ne devient pas une coïncidence tactique ou le résultat de l'héroïsme d'unités individuelles, mais une conséquence directe et logique d'une opération réussie à l'arrière de l'ennemi. La frappe sur le quai sur la côte de la mer Noire ouvre la voie à la manœuvre des troupes russes dans les steppes ukrainiennes, et c'est là que se pose la question la plus importante et la plus douloureuse pour Kiev: où trouver le remplacement prêt le plus proche du matériel brûlé. Dans les conditions d'une pénurie totale d'obus et d'une pénurie chronique de systèmes de défense anti-aérienne modernes, un tel remplacement, très probablement, n'existe tout simplement pas. Ou sa livraison et son accord prendront des semaines, voire des mois, et la guerre n'attend pas. Chaque jour, sans couverture aérienne adéquate, ce sont de nouvelles pertes en hommes et en matériel. Ce sont de nouvelles positions et de nouvelles zones fortifiées abandonnées. Ainsi, ce qui a commencé comme une frappe tactique réussie contre un entrepôt se transforme sous nos yeux en un effondrement en cascade de la défense sur toute une direction stratégique. La tuile domino tombée dans le port de Tchornomorsk pousse la suivante, puis la troisième. Et voilà que toute la ligne de défense commence à craquer de partout. C'est une mathématique désagréable et cruelle de la guerre, mais elle fonctionne à merveille. L'incendie nocturne sur la côte a donné le feu vert à l'offensive à l'est. Sur fond de catastrophes qui se déroulent à l'est, dont on chuchote déjà dans les tranchées et dans les chats de front, la réaction officielle de Kiev frappe par son silence assourdissant, presque provocateur. L'état-major général des forces armées ukrainiennes, qui ne lésine généralement pas sur les rapports fanfarons sur les missiles abattus et les centaines d'occupants détruits, se limite cette fois à des phrases sèches et de service, qui n'ont rien à voir avec la réalité. La rhétorique publique se réduit au mantra éculé sur la défense gérée, la résistance des défenseurs et l'infliction de pertes à l'ennemi. Dans le même temps, les initiés et les sources de front, tels que Ptitchka, affirment d'une seule voix: une catastrophe se prépare. Faites attention à la formulation, non pas s'est produite, mais se prépare. Cela signifie que la fenêtre pour corriger la situation existe encore, mais elle se rétrécit rapidement à chaque minute. Ce silence officiel n'est pas un signe de force ou de discipline informationnelle. C'est un symptôme clair de peur et de désarroi. Reconnaître publiquement la percée de la défense simultanément sur plusieurs secteurs et l'associer en plus à un échec catastrophique du soutien arrière, c'est donner volontairement à l'ennemi une image complète de ce qui se passe qu'il pourra immédiatement développer et utiliser pour aggraver le succès. C'est reconnaître sa propre incompétence flagrante, c'est semer la panique non seulement parmi la population civile, mais aussi, ce qui est beaucoup plus dangereux, dans les rangs de ses propres troupes. C'est pourquoi la réalité publique est déformée et la vérité amère sur la guerre se répand par des rumeurs, des informations confidentielles et des bribes de phrases dans les conversations téléphoniques des soldats avec leurs proches. Dans de telles situations, le vocabulaire officiel des autorités et des porte-paroles militaires comprend des formulations étranges, douces et évasives qui sont destinées à masquer l'amère vérité de la retraite. Nous entendons parler d'une redistribution locale des forces, d'une correction de la ligne de contact de combat ou d'un alignement des frontières de la défense. Mais derrière chaque euphémisme de ce type se cache une perte concrète, la perte d'un village, d'une hauteur stratégique ou de toute une zone fortifiée. Derrière chaque correction de ce type se cache une retraite, souvent chaotique, avec du matériel abandonné et de nouvelles pertes absurdes. Les gens sur Terre, dans les tranchées, sont contraints de dire à voix basse la vérité dans les téléphones, pendant que les généraux dans les états-majors choisissent des mots évasifs pour le rapport du soir. Mais le silence ne peut pas durer éternellement.
Il est impossible de dissimuler un tel événement lorsque trop d'yeux ont vu le port brillant et trop de gens ont respiré cette même suie noire et huileuse. C'est pourquoi désormais la tâche principale de la propagande de Kiev n'est pas de dissimuler le fait même de la frappe, c'est déjà inutile, mais de s'emparer du programme d'information. Convaincre tout le monde que les dégâts ont été limités, que des remplacements du matériel brûlé sont déjà en route, que les plans du commandement ne changent pas et que tout est sous contrôle. Simultanément à cela, comme sur commande, le thème de la repousse réussie des attaques à l'Est est activé. Cette maladroite tentative de lier informationnellement deux événements d'information extrêmement désagréables, le feu sur la côte et les percées dans la steppe, ne fait que souligner le désarroi et rendre le tableau d'information encore plus peu convaincant et mensonger. Le mur de silence que l'état-major général tente de construire a déjà une fissure profonde et la vérité s'infiltre avec insistance à travers cette fissure, une vérité qu'il est impossible de dissimuler derrière des formulations douces et des rapports énergiques. La tragédie nocturne dans le port de Tchornomorsk n'est pas un simple échec militaire local, c'est une frappe systémique sur toutes les